Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode de La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec. Dr Gaudreault est médecin de famille et a pratiqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il a occupé plusieurs postes médico-administratifs, dont celui de doyen associé de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Il a été premier chef du département régional de médecine générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et chef du département de médecine générale de l'hôpital de Chicoutimi. Depuis 2008, il est membre de l'équipe du Collège des médecins du Québec, dont il est le président depuis bientôt 4 ans. Au cours de l'entretien, nous parlons du rôle du collège, des enjeux liés à la pratique médicale et à la détresse du corps médical. Dr Gaudreault me fait également part de ses réflexions sur sa propre carrière en médecine familiale et sur l'avenir parfois incertain de cette discipline. Finalement, nous abordons les enjeux liés à la refondation du système de santé proposé par le ministre Christian Dubé et nous discutons également de la privatisation croissante des soins de santé et des enjeux liés à ce phénomène. J'ai donc rejoint Dr Gaudreault dans le Vieux-Québec, à l'hôtel où il séjourne durant sa tournée des régions. Et ce fut un privilège immense de m'entretenir avec lui. Je suis convaincu que vous allez adorer l'entrevue. Bonne écoute. Dr Gaudreault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le balado La santé au-delà des mots. Là, vous êtes en visite à Québec, genre de tournée, je pense, dans le cadre un peu du 175e notamment? Ou... Mais la tournée, moi, j'ai été élu il y a 4 ans maintenant, en 2019, en 2018. Et bon, pour moi, un président d'ordre professionnel, bien sûr, c'est là pour la protection du public, mais quand j'ai été élu, la façon avec laquelle je regardais ça, c'est, oui, on est là pour protéger le public, mais le public, lui, se sentit le protéger. Et à ce moment-là, j'ai fait une large consultation au cours de l'année 2019, avec 2 sondages de 1000 médecins, 1000 pour le public. Je m'étais promené un peu partout au Québec, j'ai rencontré des médecins, des citoyens, pour bien percevoir, pour bien comprendre comment ils nous percevaient. Puis un an plus tard, la réponse à la question « Est-ce que le public se sent protégé par le collège? » Ben, ça a été non. Et on a publié un rapport, bien sûr, de toute cette consultation-là, qui a près de 90 pages, mais j'ai l'habitude de le résumer en 6 mots. Le Collège des médecins du Québec, trop loin, trop seul, trop silencieux. Trop loin du monde, trop loin du public, trop loin des membres aussi, trop loin des médecins. Trop seul, travaillant pas suffisamment en équipe, à la fois avec les partenaires, les hôpitaux, les ordres professionnels, puis trop silencieux. Les gens nous ont dit qu'on se prononçait pas assez souvent sur des grands enjeux sociétaux liés à la santé. Et les gens nous ont alors beaucoup critiqué du fait qu'on se prononçait jamais sur l'organisation des soins. OK. Fait qu'après ça, on a débuté une démarche de planification stratégique. Au cours de l'année 2020, en septembre 2020, maintenant, on a un plan stratégique qui va jusqu'à la fin de 2023, dans lequel on parle beaucoup du rayonnement du collège, de la mobilisation des membres, de l'agilité du collège puis de la gouvernance. Et bien sûr, depuis ce temps-là, la première chose qu'on a faite, suite à ce plan stratégique-là, puis suite à la consultation, on n'avait pas de véritable direction des communications. Maintenant, on a une vraie direction des communications avec un directeur qui est un professionnel de la chose. Donc, bien sûr, on se prononce plus souvent. Mais avant la fin de mon mandat, j'ai eu l'idée de refaire une tournée un peu différente, OK? Par rapport, j'appelle ça les pôles santé. C'est plus au niveau des hôpitaux.
Mais encore là, je rencontre aussi des médecins, je rencontre des résidents, puis je rencontre les gens du comité des usagers. Puis c'est pour revenir un peu là-dessus, votre perception a-t-elle changé, notamment? Mais aussi pour discuter de l'accès aux médecins dont on parle beaucoup actuellement, là, et depuis quelque temps. Donc, c'était ça, là. C'est pas une tournée d'adieu parce que mon mandat est terminé, là. C'était plus pour voir est-ce que ça a changé les choses par rapport à la perception du collège, là, tout ce qu'on a fait depuis maintenant 3 ans. Et quel est votre constat, là, peut-être bien que sans avoir dressé le bilan? J'ai pas fait beaucoup de lieux encore, là. Je suis allé au CUSUM, je suis allé chez les Chutes de Québec cette semaine, à Chicoutimi. La semaine prochaine, je vais à Laval, à Charlemagne. J'ai rencontré aussi cette semaine le doyen de la faculté de médecine. Je fais la même chose à Montréal la semaine prochaine. Je vais aller à Sherbrooke aussi avant d'arrêter puis prendre une pause. Puis je vais recommencer tout ça là, à la fin d'août pour aller dans d'autres milieux comme Rimouski, Bécomo, Rouyn-Noranda, Gatineau. Mais je vous dirais que oui, les gens perçoivent que le collège est plus présent, que le collège communique mieux et plus avec ses membres, que le collège se prononce plus souvent. Avec toute l'agilité par rapport aux enquêtes aussi, les gens n'ont pas perçu beaucoup de changements là-dessus. Mais ce qu'ils m'ont dit, notamment cette semaine, là, c'est plus. Prononcez-vous plus souvent. Faites plus d'inspections, faites plus d'enquêtes, mieux. Prenez position de façon plus fréquente. La prise de position qu'on a faite, notamment au sujet de l'aide médicale à mourir, c'était beaucoup félicité. Donc, oui, la perception est meilleure, mais c'est plus encore. C'est ça que je comprends là, par rapport aux premiers endroits que j'ai visités. Là. Selon vous, là, dans l'esprit du public, est-ce que c'est si clair que ça, la différence entre le Collège des médecins, la FMSQ, la FMOQ? Ça a ressorti beaucoup dans ma consultation en 2019. Pour le public, c'est toute la même chose. C'est ça. Le ministère, la FMOQ, la FMSQ, le collège, c'est tout mêlé. Et ça, je suis persuadé que par rapport au comité des usagers que je rencontre, là, ça n'a pas changé. Ça, c'est encore comme ça, là, le rôle du collège, la mission du collège, c'est pas vraiment clair pour eux encore. Et là-dessus, c'est sûr qu'on va avoir du travail à faire encore. Là-dessus, ça n'a pas changé. Au niveau des membres, ça a changé. OK. Mais pas au niveau du public, tant que ça n'a pas changé, à mon avis. Mais je vais reprendre ça au niveau des membres. Le sondage qu'on avait fait au niveau des médecins, là, un médecin sur 3 pensait, en 2019, que le collège était là pour les protéger. C'est incroyable. Alors, incroyable, ça. Fait que ça, à mon avis, avec ce qu'on a fait avec nos infolettes plus fréquentes, je sais pas si vous les lisez, là, mais nos infolettes hebdomadaires, à mon avis, ça a changé des choses pour ce qui est de la communauté médicale. Ça a changé des choses aussi beaucoup pour les autres ordres professionnels de la santé. Les autres ordres professionnels de la santé, l'ouverture du collège, elle a été très, 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 très appréciée. C'était pas aussi important, puis c'était pas aussi pas aussi patent avant, je dirais, là, l'ouverture du collège par rapport à l'implication des autres professionnels dans les soins de santé. Et ça, au niveau des autres ordres professionnels, c'est sûr que la perception, elle a changé beaucoup parce que quand je disais trop seul, les autres ordres professionnels qui critiquaient beaucoup le collège au fait qu'on ne travaillait pas suffisamment ensemble. Ça a changé. OK. Mais pour beaucoup de médecins, le collège rime avec simplement l'aspect disciplinaire. Oui. Quand les gens ont un téléphone du collège des médecins, le premier réflexe, c'est d'être nerveux, stressé, anxieux. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui ignorent que c'est un privilège de faire partir d'un ordre professionnel, puis qu'à la base, le collège des médecins, ce sont des médecins qui ont voulu s'incorporer. Ça n'a pas été imposé par un tiers, là, non. Il y a 175 ans. Là. Oui, il y a 175 ans, c'est des médecins qui ont pensé à mettre sur pied un collège, là, un ordre pour mieux contrôler l'exercice de la profession, notamment par rapport aux charlatans qu'il y avait dans le temps. Exactement. Puis la compétition à l'époque avec le réseau anglophone, puis tout ça. Si je vous disais que quand on écoute un peu là, les collègues parler, les gens ont quand même le sentiment, les collègues médecins, qu'il y a peut-être eu au cours des dernières années un peu de chasse aux sorcières là, au niveau disciplinaire. Là, mais bien évidemment, souvent les gens se basent simplement sur la publication du collège ou le motif de sanction
ou le Québec étant un petit milieu, parfois le cas est un peu connu là, dans la communauté. Là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ou? Ben, quand on avait fait la consultation, les critiques étaient assez importantes. Hein? Il y avait beaucoup de critiques par rapport à la façon avec laquelle nos syndics se comportaient versus les médecins enquêtés, mais aussi pour le public versus le public également. Donc, on était critiqués des deux côtés là, par rapport à la façon avec laquelle les enquêteurs communiquaient à la fois avec le médecin, souvent avec des comportements plus ou moins respectueux, nous disait-il, à ce moment-là. Moi, je sais pas, là, mais c'est ça qu'on nous a dit. Mais le public, lui, c'était le fait qu'on n'expliquait pas suffisamment très bien la façon avec laquelle on procédait. Dans le plan stratégique que nous avons maintenant, il y a 4 grandes orientations. La première, c'est l'agilité. L'agilité, ça veut dire, notamment au niveau du traitement des enquêtes puis des inspections, faire ça de façon plus diligente, plus rapide, de meilleure façon, aussi mieux communiquer avec le plaignant, mieux communiquer avec le médecin, et faire en sorte même d'accompagner les gens qui désirent porter plainte, les accompagner pour bien rédiger leur plainte, etc. Donc ça, on a travaillé fort là, depuis 2 ans pour mettre ça en place. C'est pas en place encore totalement, mais c'est sûr que par rapport à cela, il y a eu une amélioration, puis il y a eu une agilité plus grande. Mais là encore, c'est pas paraissant tant que ça. Les médecins que j'ai rencontrés, notamment cette semaine, pour eux, le collège n'était pas plus diligent là, encore par rapport à la rapidité avec laquelle une enquête pouvait se conclure. Mais il y a des travaux en cours actuellement au collège pour améliorer tout ça. Et on a fait un sondage aussi au niveau des plaignants par rapport à la façon avec laquelle nous communiquions, puis comment on pourrait mieux communiquer avec eux. Donc, tout ça, c'est en cours et ça devrait paraître plus là, au cours de la prochaine année, je dirais. Dites-moi, la mission du collège, évidemment, c'est protéger le public en offrant une médecine de qualité. Comme ordre professionnel, pourriez-vous envisager qu'une des façons de protéger le public, ce soit de mieux protéger les médecins? Parce qu'on parle beaucoup actuellement dans la communauté médicale d'épuisement professionnel. Je vous dirais que nous, dans les réunions là, administratives à l'hôpital, ça revient beaucoup, là, une espèce d'épuisement ou de... J'oserais quasiment utiliser le terme écœurement professionnel. Là, toutes les agressions qu'on vit au niveau quotidien, là, les gens ont fait un gros effort pendant la pandémie, puis là, finalement, on voit finalement cette pandémie-là ne se terminera pas. C'est comme si cette espèce d'effort qu'on nous demande ne cessera jamais. Donc, pourriez-vous envisager de prendre des positions vraiment radicales pour défendre les docteurs, ou vous auriez l'impression que ça vous mettrait peut-être en porte-à-faux avec votre image publique notamment? Ou... Ben, moi, je dis protéger le public en offrant une médecine de qualité. Une médecine de qualité, il faut que ça soit fait par des médecins qui sont en bonne santé pour la faire. Hein? Donc, il ne s'agit pas de défendre les médecins, mais se préoccuper de la santé psychologique des médecins, ça, on est préoccupé par ça. Dès le début de la pandémie, on a mis sur pied un groupe de réflexion sur la santé psychologique des médecins et des apprenants. Avec la FMOQ, la FMSQ, le programme d'aide aux médecins du Québec, avec la FMRQ aussi, piloté par André Luyet, notre directeur général. J'en faisais partie aussi. On s'est vu de façon régulière. À 2 reprises, on a écrit des lettres ouvertes. On en a parlé lors des infolettres aussi. On a alerté le ministre de la Santé à ce sujet. On le rencontre le 7 juillet pour lui en parler. Donc, il y a la détresse psychologique des soignants de façon générale, mais il ne faut pas oublier les médecins puis les apprenants médecins par rapport au fait qu'ils vivent aussi de la détresse psychologique comme bien des travailleurs de la santé avec la pandémie. Tout à fait. Bien, nous, on va travailler avec les fédérations là-dessus. T'sais, c'est sûr mais pas dans le sens de défendre les médecins. Je comprends. Pensez-vous que les médecins au Québec, globalement, sont heureux dans le moment où... Je pense pas qu'ils soient heureux, moi. Je pense qu'ils sont malheureux, les médecins. Je pense que les infirmières sont malheureuses. Je pense qu'il y a d'autres travailleurs de la santé qui sont malheureux. Cette semaine, au CHU de Québec, le PDG, M. Beaumont, nous parlait
Il nous parlait de pénurie, là, d'infirmières notamment, mais aussi d'autres travailleurs, de plombiers, d'électriciens, etc. Dans le réseau de la santé, puis c'est un des objectifs qui va être poursuivi par le plan santé, puis par nous du collège également, c'est comment on peut faire ensemble, avec les divers partenaires, pour améliorer le réseau afin, comme dirait M. Dubé, que ce soit le meilleur employeur au Québec, là, mais que les travailleurs de la santé soient plus heureux, parce que là, effectivement, ils sont malheureux là, au moment où on se parle. Je me faisais la réflexion ce matin, là, je pensais à l'entrevue qu'on allait avoir, puis j'ai l'impression qu'une partie du problème en santé, du moins du côté des médecins, puis probablement dans d'autres corps de métier, je dirais, je pense qu'on est victime de notre trop grande résilience. Je pense qu'avec le temps, on a accepté trop de choses inacceptables. Pas nécessairement des affaires scandaleuses, mais une addition de petites choses au fil du temps à cause de notre résilience, d'une part, puis à cause du fait qu'on ne veut tout simplement pas abandonner nos malades, là. Puis je me suis fait cette réflexion-là lundi après-midi. Je terminais une clinique, j'étais 5h30. J'étais seul à la clinique externe avec une imprimante qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'encre dans l'imprimante. Je suis obligé d'imprimer sur une autre imprimante qui est éloignée de mon cabinet. Puis là, je me disais, ça n'a aucun sens, mais on en est rendu là. Puis après, il va y avoir une réunion où on va me dire, bien, on va vous demander également peut-être de remplir tel type de papier dorénavant. On n'a plus personne pour le remplir à votre place. C'est une espèce de petit... comme un sablier qui se remplit lentement, je trouve. Puis vous serez d'accord avec moi, c'est multifactoriel, là. Oui, tout à fait. Psychologique, là. Oui, tout à fait. Et donc, il y a des éléments dans le plan santé du ministre qui devraient améliorer la qualité de la vie des professionnels. Mais aussi, on a mis sur pied un chantier sur l'accès à un médecin et la cessation d'exercice. Puis ce chantier-là était composé, encore là, de membres de gens du ministère, des médecins du ministère, mais aussi la FMOQ, FMSQ, etc. Et on a adopté le rapport de ce chantier-là récemment. Et là-dedans, on parle de travail en interprofessionnalisme, l'intraprofessionnalisme entre nous, médecins aussi, de différentes disciplines. On parle de rehaussement technologique, évidemment, d'information aux patients, au public. Tout cela pour améliorer la vie des soignants. Parce que je pense que ça, si on réussit à améliorer la vie des soignants, on les rend plus heureux dans le système, mais ils vont être intéressés à y demeurer. Et je pense que ça, quand je dis travail en inter et intraprofessionnalisme, ça veut dire ça aussi. C'est pas juste le rehaussement. Oui, une imprimante qui fonctionne mal, c'est pas drôle. Des fax, ça devrait plus exister, là. Donc, rehaussement technologique, tout le monde est d'accord pour s'y atteler, là. Mais c'est ressorti dans notre chantier également. Et dans le chantier, on a fait des sondages qu'on pourrait vous faire parvenir, là, mais je ne sais pas si vous avez pris connaissance dans les infolettes de tout cela, mais il y a un chiffre particulièrement impressionnant par rapport au sondage du public. Elle a fait qu'au cours de la dernière année, avec 40% des répondants qui nous ont dit ne pas avoir consulté lorsqu'ils avaient un problème de santé, étant convaincus qu'ils ne seraient pas vus dans un temps acceptable. Ça n'a pas d'allure, ça, quand on pense à ça, là. Tout à fait. 40%. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail à faire pour améliorer le réseau là, et le rendre plus performant. Mais on est là. Dites-moi, vous parliez de la détresse, même au niveau des apprenants. J'avais même une entrevue avec Dr. Brigné du PAMQ il y a quelques semaines. Puis elle me parlait qu'il y a un niveau de détresse élevé, même chez les étudiants en médecine. Oui. Une réflexion que je me suis faite, si on a de la détresse chez un étudiant en médecine qui est en première année de médecine, c'est pas le système de santé qui est malade, là. C'est soit... il y a quelque chose au niveau
l'éducation en général ou de la société, là. Cet étudiant-là qui vient de faire une session en médecine, s'il est dans un état de détresse psychologique, je pense pas que c'est à cause du réseau de la santé. Je sais pas, est-ce que c'est un problème de sélection des candidats? Est-ce que c'est un phénomène sociétal? Ou est-ce qu'on en parle plus au niveau des étudiants en médecine que dans les étudiants en droit ou en génie? Je sais. Mais ça m'a laissé perplexe, je vous dirais, là. Oui, bien, nous, au collège, sont venus aussi nous faire cette présentation-là, les résidents du sondage qu'ils avaient fait, mais les étudiants aussi du sondage qu'ils avaient fait. La présidente de la Fédération médicale et étudiante du Québec qui est venue nous présenter ça. Ça me préoccupe, ça nous préoccupe. Ça préoccupe les doyens des facultés de médecine aussi. J'ai eu une rencontre avec eux cette semaine, mardi. 2 ou 3 fois par année, le collège s'entretient avec les doyens pour voir des grands dossiers sur lesquels on devrait travailler. Puis le premier, c'était celui-là, la santé. Et quand j'ai passé l'après-midi avec Julien Poitras hier, le doyen de la faculté ici, on en a rediscuté également. Puis l'idée de faire je dis pas que le sondage n'a pas été bien fait, là, mais un sondage avec une firme, là. Une firme peut faire un vrai sondage par rapport à l'ensemble des étudiants et des résidents pour vraiment cerner l'ampleur des difficultés puis comment on pourrait travailler tous ensemble. Donc, avec les doyens des facultés de médecine aussi, on est en discussion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer la situation. Mais évidemment, il y a aussi une détresse là. Et comment on peut aider nos étudiants, comment on peut aider nos résidents. On est tous, vous le savez, là, on est tous un peu, je dirais, de personnalité là, obsessive-compulsive, puis d'anxiété de performance. On est tous un peu comme ça, là. Mais quand je dis pas que nous, je dis pas que vous et moi, je sais pas, là, qu'on n'a pas eu besoin d'aide particulière par rapport à ça, mais il y a des individus qui en ont besoin. Donc, on devrait pouvoir, le programme d'aide aux médecins du Québec, oui, mais comment à mon avis, on va devoir majorer nos organismes d'aide là, à la fois à nos étudiants et à nos résidents, mais également à tous les médecins du Québec, là. Mais je reviens, pensez-vous que ça pourrait être un problème de sélection des candidats? Moi, je ne pense pas, là. Okay. Je pense plus c'est plus le candidat en difficulté, comment on peut l'aider, finalement. C'est plus dans ce sens-là. Que vous regardez le problème. Dites-moi, vous avez fait une vraie pratique de médecine familiale, là, puis vous avez été doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Vous avez mis sur pied, si je ne m'abuse, le département régional des médecines générales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une vraie carrière, je pense, de médecin de famille, comme on peut l'imaginer, là. L'état du système de santé aujourd'hui, si vous aviez 18, 19 ou 20 ans, est-ce que vous embrasseriez la carrière de médecin? Oui, je pense que j'irai encore. Oui, j'irai encore. Je dis pas que c'est devenu inintéressant, là. Pas du tout. Non, mais c'est une question qui se pose, là. Non, moi, en fait, je me suis jamais vu faire d'autres choses, vraiment, là, tu sais. OK. C'est pas brillant ce que je vais vous dire nécessairement, là, mais quand j'étais au cégep, je savais pas où je me dirigerais. Mais dans ma classe, à Chicoutimi, il y avait une dizaine qui appliquaient pour aller en médecine, là, sur 25 dans la classe, là. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire comme eux autres, puis ça a fonctionné, puis j'ai été très heureux dans toute cette carrière-là, mais j'ai tout fait ce qu'un médecin de famille peut faire, là. Oui, je me suis impliqué au niveau médico-administratif de bonne heure, vite, là. Après 5 ans, j'étais le chef du département de médecine générale, là. Mais je fais des visites à domicile, du CHSLD, de l'hospitalisation. Puis on avait des gros cas, là, à Chicoutimi, là. J'ai entendu dire que vous aviez la réputation d'avoir les cas les plus compliqués. On m'a dit ça en fin de semaine. On avait des cas compliqués, puis on aimait ça. On aimait ça vraiment, là. On était 4, là, tu sais, puis on avait toute la même ardeur, puis le même enthousiasme au travail. Mais donc oui, j'ai fait une vraie belle pratique de médecin de famille. La chose que j'ai moins faite, c'est de l'obstétrique. J'avais fait une couple d'années au début, là. Mais finalement, ça, j'étais moins à l'aise. Mais moi, au départ, j'ai fait une année d'internat, puis j'ai fait une première année de résidence en médecine interne. OK. Ouais, à Chicoutimi, on pouvait faire ça dans le temps. Mais j'avais un programme d'établi ici, là, avec
des patrons d'ici de Québec. Là. Mais oui, j'ai fait une année de médecine interne. Donc, après ça, on n'avait pas besoin de faire une résidence en médecine de famille dans le temps. Non, c'est ça. J'ai eu le goût de voir ce que je valais. Là. Puis j'ai dit, tiens, on va aller pratiquer avec un médecin de Chicoutimi qu'on admirait tous, qui était excellent. Là. Fait qu'on est 3 jeunes qui sont allés pratiquer avec lui, puis on a fondé une clinique à ce moment-là. Mais c'était, pour moi, c'était cette discipline-là là, qui était la meilleure pour moi, puis je suis resté là. Mais tu sais, on était vraiment, vraiment tous impliqués, là, beaucoup. On n'était pas tous impliqués médico-administrativement, mais on était tous très, très, très impliqués dans le style de pratique là, dont je vous parle. Je ne sais pas, c'est une question qui est peut-être difficile, mais pouvez-vous vous rappeler combien de patients vous pouviez avoir à votre charge là, dans le plus... au plus haut volume là, de votre pratique? C'est un peu fou parce que, tu sais, alors que nous étions 5, là, écoute, on était ouvert 365 jours par année. Chacun à notre tour, on passait une semaine à l'hôpital où on faisait juste ça de l'hôpital, OK, sauf le samedi, dimanche, où là, on allait faire du bureau le samedi après-midi, puis le dimanche après-midi, puis des patients sans rendez-vous qui venaient, là, tu sais. Et 50, 60 patients par fin de semaine, des fois plus que ça, là, tu sais. Et là, tout à coup, on a monté une clientèle monstrueuse, je vous le dis, là. C'est 30 000 dossiers d'ouverts à un moment donné, là. À 5? À 5. Donc, 6 000 patients chacun? Ouais. OK, donc ça devait sonner au bureau. La médecine familiale aujourd'hui, là, dans le fond, on appelle ça la médecine familiale. C'est une autre réflexion que je me faisais. Il y a peut-être 10 000 médecins de famille au Québec où c'est peut-être un chapeau qui est trop large. Là, puis, moi, j'ai 2 frères médecins, là, dont un qui est impliqué au niveau médico-administratif dans le coin de Montréal. Puis, pour lui, à toute fin pratique, il pense que c'est peut-être une discipline qui est en voie de disparition. Ça pourrait être remplacé par des internistes qui font de la première ligne. Puis moi, j'ai ma conjointe des médecins de famille, puis je trouve que c'est une pratique qui est de plus en plus lourde au niveau administratif, je veux dire au niveau légal même. On a l'impression qu'ils se font mettre beaucoup de contraintes d'une fois à l'autre. Ça alourdit les conditions de pratique, les GMF, le nombre de patients inscrits. Donc, bref, est-ce que vous pensez que ça pourrait menacer l'existence même de cette profession-là ou de cette discipline, disons? Moi, ça m'apparaît impossible. OK. C'est devenu... C'est une discipline, c'est une profession dont on ne peut pas se passer, là. Mais c'est devenu... Je dirais pas trop, mais c'est devenu tellement large, là, l'ampleur des activités de la médecine de famille, là, c'est devenu tellement large, cette discipline-là, que c'est pour ça que, rapidement, les médecins de famille prennent un créneau pour rendre cela un peu plus étroit, là, parce que donc, je pense que, moi, toute la communauté médicale, y compris toutes les autres disciplines spécialisées, il faut faire en sorte de valoriser la profession, pas dans le sens d'arrêter de la diminuer, puis de la réduire, puis de la critiquer, mais dans le sens de faire en sorte que l'ampleur, que ce soit moins large, là, ce que doit faire ou ce que peut faire un médecin de famille, parce que c'est pas vrai qu'il peut faire tout ça, là. C'est pour ça que la majorité, ou plusieurs personnes, font une 3e année, puis vite... développe une... Puis je l'ai fait aussi, moi, de développer une expertise particulière. Quand je parle de médecine interne, je m'en allais à la médecine interne, mais finalement, dans ma pratique, j'ai fait de la médecine interne. Vous avez fait de la médecine interne, c'est ça que je me disais en vous entendant. Puis quand on parlait des patients spécialisés, c'est de la médecine interne. C'était ça qu'on faisait. Donc, oui, ça mais je vois pas le jour où ça disparaît. Quand je parle de collaboration inter- et intraprofessionnelle, c'est ça aussi, tous ensemble, mieux travailler pour faire en sorte que ce soit moins lourd pour le médecin de famille. À l'intérieur des hôpitaux, là, ou des hôpitaux régionaux plutôt, là, il y a des hôpitaux régionaux où les médecins spécialistes n'ont pas de patients à leur nom. Là, je comprends, à cause des noms, du nombre, etc. Là, mais ça devient trop lourd pour les médecins de famille. Puis c'est pour ça là, que tout à coup, ils sont moins disponibles pour faire leur travail en première ligne. C'est que... faut revoir ça, là.
J'appelle ça une responsabilité sociale. Hein. Je n'ai parlé beaucoup. Mm. Depuis 3 ans, je n'ai parlé beaucoup depuis 4 ans. Mais la première année, dans ma consultation, je n'ai parlé beaucoup de la responsabilité sociale. Puis je n'ai pas arrêté d'en parler depuis ce temps-là. Puis ça a une place très importante dans notre plan stratégique. Mais quand je parlais de responsabilité sociale, qu'est-ce que tu veux dire, Mauriel? Ben, j'ai 2 choses, hormis de devenir un acteur social plus important. On a parlé tout à l'heure par rapport au fait que le public désire qu'on soit un acteur social plus important. Mais aussi, j'ai l'habitude de dire allier une éthique de responsabilité individuelle entre un médecin et son patient, on est bon là-dedans. Mais une éthique de responsabilité collective entre un groupe de patients, de tout acabit, là, de toute discipline, et une population à desservir. Puis ça, on est moins bon là-dedans. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir que la communauté médicale travaille. Et au départ, quand je commençais à parler de ça, au début de l'année 2019, c'était un peu pelletage de nuages pour certains. OK. Puis dans ma consultation, je me suis aperçu que c'était pas du pelletage de nuages tant que ça. Puis là, j'en parle encore, là, dans la tournée que je fais, là. Puis notamment, ici, cette semaine, là, la responsabilité sociale, c'est même pas moi qui ai apporté le sujet, c'est les médecins que j'ai rencontrés. Donc, ça progresse, ce principe-là de responsabilité sociale, puis de plus travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population. On va prendre une courte pause et on revient avec Dr Mauriel Godreau, qui est président du Collège des médecins du Québec. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Dr Godreau, le ministre Christian Dubé a évoqué récemment son plan de refondation du système de santé. Là, ce n'est pas la première fois qu'un ministre de la Santé parle d'une réforme, puis nous laisse entrevoir, disons, comment dire, là, une oasis au milieu du désert. Donc, il a proposé 50 mesures. Il parle notamment d'offrir des repas de meilleure qualité dans les CHSLD, de la promotion du bien-être et de saines habitudes de vie, et du dépistage en cancérologie répondant mieux aux besoins de la population. Alors moi, ça, c'est 3 des 50 mesures. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, il me semble que ce sont des mesures comme, par exemple, mieux nourrir nos aînés dans les CHSLD. Je pense pas que ça a sa place dans une refonte du système de santé. D'après moi, c'est du gros bon sens, là. Si on est obligé de mettre ça dans un plan de réforme comme société, je pense que c'est un échec majeur. Ensuite, des autres enjeux, là, par exemple, la promotion du bien-être et des saines habitudes de vie, ça, en soi, ça aurait pu faire l'objet d'une refonte complète du système de santé puisque l'on sait que l'avenir est là. L'objectif, c'est de garder les gens en santé le plus longtemps possible pour retarder leur entrée dans le réseau. Que pensez-vous de ça?
Je n'ai pas retenu les 50 mesures. Non, mais je l'ai avec moi. Mais j'ai retenu les 8 grands chantiers. OK. Dans son plan, il y a 8 chantiers. Ça, j'ai retenu de ça, par exemple. Puis là-dedans, il parle de soins aux aînés, il parle de prévention, il parle d'accessibilité, il parle d'interdisciplinarité. C'est que ces grands chantiers parlent de rehaussement technologique, d'information aux patients. Ça, j'ai retenu ça. Et moi, j'aime beaucoup ça, puis je lui ai dit qu'on collaborerait avec eux pour faire en sorte que ça se réalise, puis on y travaillerait à notre niveau, avec d'autres partenaires, bien sûr, par rapport au plan santé. Ce qui est arrivé, c'est notre chantier en même temps sur l'accès, qui est un peu plus tard. Lui, il a sorti ça en mars. Nous, on a sorti ça un peu plus tard, en avril, notre chantier. Le rapport de notre chantier qu'on lui a présenté d'ailleurs, puis il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a beaucoup de choses qui sont en plan maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et nous, on lui a dit qu'on travaillerait avec eux autres là-dessus, mais particulièrement pour ce qui est de la prévention, évidemment, des soins à domicile, des soins aux aînés. Je reviens là-dessus, de l'interdisciplinarité, du travail en interprofessionnel, de l'accès, de l'information aux patients, de la cessation, d'accompagner mieux nos médecins en fin de carrière. Donc ça, on va travailler avec lui là-dessus, mais évidemment pas... Je n'ai pas d'opinion sur les 50, les 50 actions qu'il désire poser. Mais dans notre chantier, on a aussi des objectifs avec des actions à poser et qui, plusieurs, interpellent ce qu'il y a dans son plan santé. Puis d'ailleurs, il y avait des médecins permanents du ministère de la Santé sur notre chantier, là, donc c'est pas surprenant qu'il y ait certaines... Mais... Moi, je pense que ça prend une personne communiste courageuse de s'embarquer là-dedans. Mais avec ce qu'on a vécu, la pandémie, etc., je ne sais pas si vous connaissez Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un psychanalyste, expert de la résilience. Puis lui, il dit, après avoir vécu une telle période, là, on ne peut pas ne pas tout repenser. Donc, il ne s'agit pas de tout repenser parce qu'il y a eu plusieurs commissions, dont la commission Claire, qui ont émis des recommandations qui n'ont jamais été vraiment appliquées. Donc, pas de tout repenser, mais regarder véritablement un projet majeur, comment on pourrait améliorer tout cela. Là. En ce sens-là, je ne sais pas s'il va réaliser tout ce qu'il y a dans son plan santé, mais moi, je l'honore de vouloir s'embarquer là-dedans parce que ça va être c'est un gros chantier, c'est un gros ministère, c'est une grosse affaire. Donc, je vois pas comment le collège ne pourrait pas confirmer puis lui affirmer notre collaboration pour que ça se réalise. Comme système de santé, moi, je vois... j'ai de la difficulté à concevoir, de mettre en place, par exemple, ça, c'est ma vision personnelle, là, quand on parle de promotion du bien-être, des bonnes habitudes de vie, on a un système de santé qui est beaucoup axé sur investissement, rendement. Mais quand on change les habitudes de vie d'une société, le rendement, on va l'avoir dans 20 ans. C'est difficile d'investir de l'argent maintenant sans avoir le rendement dans l'année. Ouais. Donc, c'est une approche qui est un peu corporative à cet égard. Donc, moi, je vous dirais que je suis un peu pessimiste, mais en même temps, c'est là que toute l'énergie devrait être mise. Là, les bonnes habitudes de vie, c'est dans son chantier prévention. C'est ça. C'est que ça, de plus en plus, de toute façon, les gens sont prêts à entendre des choses comme ça, puis adoptent eux-mêmes des bonnes habitudes de vie. C'est ça. Si vous me parliez un peu du concept de un médecin par patient par rapport au fait d'avoir accès à un médecin en temps opportun, là, peut-être qu'on semble se diriger vers ça. Moi, ce qui m'a toujours semblé être une approche plus logique,
Parce que je trouvais qu'il y avait un peu de démagogie dans le fait de vendre l'accès ou le fait d'avoir un médecin pour chaque patient. À la base, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un médecin de famille. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, c'est peut-être plus la solution d'avoir accès en temps opportun à un médecin. Merci d'aborder ça. Ça me fait plaisir de vous en parler parce que on est allé dire ça en commission parlementaire lors de l'étude du projet de loi 11 concernant les médecins de famille, alors qu'on est dans notre allocution, on est allé dire aux parlementaires qu'il faudrait oublier le fameux désir d'un médecin pour chaque Québécois, mais plutôt un professionnel de la santé pour chaque Québécois qui se retrouve dans une situation qui en a besoin. Exactement. C'est dans ce sens-là. Et depuis ce temps-là, le gouvernement a arrêté de parler d'un médecin par Québécois, mais plutôt d'un professionnel de la santé qui... Bon, ça, on a fait ça le 1er février, qu'on a rencontré. 3 jours plus tard, le ministre Dubé nous a demandé en une nouvelle rencontre, puis à ce moment-là, vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez dire, puis comment vous pensez qu'on peut faire ça. Et c'est là-dessus que c'est parti. Donc, c'est du travail interdisciplinaire et du travail intégrer d'autres professionnels à la première ligne. Des équipes, l'IPS, exemple, le travailleur social, le physiothérapeute, mais pas seulement le médecin. Tout à fait. Parce que ce qu'on entend souvent en pratique, nous, les collègues, ou plutôt quand on rencontre des médecins, quand on rencontre des patients en clinique, on entend 2 choses. On entend souvent, c'est plus facile de vous voir que de voir mon médecin de famille. Oui. Et ce qu'on entend souvent également, c'est que c'est difficile d'entrer dans le système, mais qu'une fois qu'on y est, les soins sont excellents. Ouais. Donc, ça rejoint un peu ce que vous dites. Oui. Si vous me parliez du privé en santé, là, de plan du ministre Dubé en parle, donc un de ses chantiers ou une de ses mesures est un grand rattrapage des chirurgies retardées durant la pandémie, entre autres par une utilisation accrue des ressources des cliniques de chirurgie privée. Et vous avez écrit, avant de chiffrer le pourcentage de l'apport du privé dans la refondation, il faudrait préciser de quoi il en retourne et vers quel modèle le gouvernement entend se tourner pour donner un peu d'air au réseau de la santé. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu donc de votre position, de la position du collège par rapport à l'apport du privé, à long terme. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention. On se l'est fait dire encore aussi cette semaine, ça, de par les médecins rencontrés. Oui, mais dans notre position, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas profiter de cela, mais il fallait faire attention, puis il fallait le faire comme il faut, et non pas investir là, pour des blocs opératoires dans les cliniques privées, alors que dans des hôpitaux neufs, il y a des salles d'opération qui ne servent pas. Hein? Et en même temps, ne pas s'organiser pour que les travailleurs de la santé dans le réseau public quittent pour aller travailler dans le privé. Fait que on a comme un défi là-dedans, tous ensemble. Énorme. Et les médecins rencontrés ici, là, au CHU de Québec, là, à la fois ceux du CMDP, mais aussi ceux de l'équipe du DSP, ils se sont montrés très préoccupés par rapport à cela. Et ça, j'avais pas entendu ça à date, là, tant que ça, pas tant que ça. Okay. Par rapport à cette préoccupation-là, là, très forte là, de l'équipe médicale ici, à l'effet qu'il n'y a comme pas une désertion, on n'appellerait pas ça comme ça, là, mais de plus en plus de médecins qui laissent le milieu public puis s'en aller en privé. Ça ne vous surprendra pas, vous chirurgiens, là, mais des petits cas en privé, quand ça se complique, c'est le public qui doit s'en occuper, pas rejoignable le soir et les fins de semaine, et choses auxquelles peut-être on pense moins, le CMDP est responsable de la qualité de l'exercice, la qualité de l'acte médical dans l'établissement, mais il ne peut pas aller voir ce qui se passe dans une clinique privée. T'sais. Fait que ça les préoccupait. C'est sûr que le collège peut. Tout à fait. Ça les préoccupait, ce côté-là également. Donc,
Pas mal préoccupé par tout ce que peut représenter une implication plus grande du réseau privé. Moi, je vais vous dire, là, je vais mettre mon chapeau. Moi, je suis chef du département de chirurgie du CHU de Québec ici. Là, puis, moi, je suis extrêmement préoccupé. Là, peut-être parce qu'il y a le volume de cliniciens est plus petit à Québec. Les départs, ça paraît plus rapidement. Notamment en chirurgie plastique. J'imagine que la pénurie a été évoquée. Oui. Moi, je pense que la prochaine grande pénurie, c'est en chirurgie orthopédique. Oui. C'est drôle parce que la pandémie a accéléré ça, puis l'avancement de la technologie aussi. Les programmes de récupération accélérés après chirurgie, il y a à peine 5 à 10 ans, il était impensable d'envoyer un patient à la maison la même journée qu'une prothèse de genou. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est possible. C'est possible. Et le deuxième élément, je pense que le modèle d'affaires est beaucoup plus acceptable qu'il pouvait l'être il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, un orthopédiste aurait dit « Moi, je vais faire des prothèses de genoux en privé, puis je vais demander, mettons, 15 000 $ pour dire quelque chose. 20 000 là, les gens auraient dit « T'es malade, là. Personne ne va payer une prothèse de genou à 15 ou 20 000 $. Puis aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que les gens vont dire bon, au lieu d'attendre un an, on va annuler les vacances. De toute façon, j'ai de la misère à marcher. On va retarder l'achat de la voiture ou de n'importe quoi de un an, puis je vais me faire un genou. Moi, je vous dirais, je suis extrêmement préoccupé. Là. Puis juste à Québec, ici, on a vu sortir 2-3 cliniques privées en dedans de 6 mois, alors que ces cliniques-là, avant la pandémie, n'existaient pas ou étaient presque en difficulté. Donc, c'est un enjeu pour les spécialités qui se déplacent. Là. En chirurgie générale, on n'est pas rendu là, mais tout ce qui est orthopédique, même la médecine spécialisée, là, on entend parler les rhumatologues, je ne peux pas cibler ce groupe-là en particulier, mais ça a été évoqué, certains groupes de spécialités qui n'ont pas besoin de la structure hospitalière, puis qui, dans bien des cas, se sont fait un peu indiquer que leur présence à l'hôpital dérangeait un peu parfois, sans clinique externe. Alors les gens disent, écoutez, on va s'en aller. Donc... En même temps, je dis souvent qu'il faut sortir de l'hôpital, là, puis mieux planifier, mieux organiser nos soins à domicile, mais pas à ce point-là. Là, on tombe dans un autre sujet, mais pas nécessairement la médecine en privé, mais, tout à fait. Mais les soins à domicile, de façon mieux organisée, ça peut se faire aussi, notamment avec des entreprises privées. Oui. Ça. Fait que... On aura des actions à poser, des réflexions à faire là, pour là-dessus, mais moi, on peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, là. Non, c'est ça, exactement. Puis ce qu'on voit beaucoup aussi, le réseau privé actuellement, tout au moins à Québec, là, que je connais bien, c'est un attrait qui est comme immédiat là, pour le personnel. Là. Les gens voient seulement les bons côtés, sans voir peut-être certains aspects négatifs, là, ne serait-ce qu'au niveau... des fonds de pension, des choses comme ça. Les gens ne regardent pas ça. Les gens regardent uniquement l'horaire, la flexibilité, l'absence de garde, des choses comme ça. Donc, si vous êtes préoccupé, je le suis aussi. Là. À suivre. Je discutais avec un jeune couple, là, ils sont tous les deux en anesthésie. Ils étaient tous les deux dans le secteur public. Les enfants, etc. Ça fait que là... une des deux a décidé de continuer dans le public, puis l'autre dans le privé. Parce qu'il y avait une vie familiale difficile. Je peux comprendre tout ça, là. Mais ça peut devenir inquiétant. Là. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité sociétale ou sociale. Est-ce qu'on pourrait en venir à imposer aux médecins d'offrir une proportion des soins dans le réseau public? Est-ce que vous pourriez envisager une législation ou supporter une législation de cette nature-là? Honnêtement, moi, j'ai jamais envisagé ça personnellement comme personne, ni comme président là, de notre organisation. Mais effectivement, que ce soit sur la table de discussion, de réflexion, et ça, c'est des membres qui l'amènent. C'est des médecins qui nous disent ça, là. Oui, responsabilité sociale, mais responsabilité sociale obligée. En quelque sorte. Alors, on approche la fin de l'entrevue, donc il y a toujours une petite section plus ludique dans mon entrevue, donc il y a une section baguette magique, donc je vous donne une baguette magique, puis en tant que président du collège, je vous laisse changer une chose dans le système de santé. En un coup de baguette, ce serait quoi? Moi, j'ai le goût de vous dire ce que je dis aux étudiants. Demain,
je suis à la cérémonie de fin de formation des résidents. Puis le président du collège est toujours invité pour le serment, là. Mais en même temps, je leur donne des messages, OK? Puis le premier message que je leur donne, c'est d'écouter. Ça fait qu'écouter. Je pense qu'on gagnerait tous et toutes à écouter plus. À être plus, je dirais, à l'écoute des patients, en faire plus. On parle beaucoup là, des patients partenaires, hein? En faire plus des partenaires de leur épisode de soins, des partenaires de leur santé, des partenaires de décision par rapport au traitement de leurs problèmes qu'ils vivent. Donc l'écoute, moi c'est plus, je dirais, écoutons plus. Il y a des de façon générale, puis, il y a des études qui ont démontré là, que vous recevez un patient, le médecin reçoit un patient en entrevue, l'accueille dans son bureau, et après combien de temps il va l'interrompre? En secondes? Avez-vous une idée? C'est en secondes. Je veux dire 45. 8. OK. 8 secondes. Fait que, écoutez, moi, je pense qu'en écoutant les patients, en comprenant mieux ce qu'ils vivent, en comprenant mieux leurs attentes et leurs sentiments, on va avoir plus de chances de mieux les soigner. Fait que, écoutez, c'est très bien. Là, je reprends la baguette magique, puis je vous donnerai le loisir de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou un verre de vin. Ce serait Boris Cyrulnik. dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Donc, ouais. Excellent, c'est un bon choix. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur, une fondation? Oui, ben en fait, c'est plus avant que je devienne président, par exemple. Oui. Ça. On avait mis sur pied une fondation. Elle existe encore, la fondation, mais elle a un peu de difficulté. Mais on a fait ça à la Fondation Gérald Linteau à Chicoutimi. OK. Un de mes amis, prêtre, mais prêtre qui a toujours été finalement un animateur social, un travailleur social. Là. Ouais. Puis qui était toujours un peu, pas délinquant, mais un peu atypique comme prêtre. OK. Il est décédé, puis il avait instauré plusieurs choses par rapport à venir en aide, particulièrement aux personnes négligées, dévalorisées, oubliées. Et on a créé une fondation à son nom pour poursuivre son œuvre. Ça, oui, c'est une chose qui vous tient à cœur. C'est ça. Une dernière pensée ou un dernier message avant de conclure l'entrevue? Ben, soyons heureux. Excellent choix. Alors, ceci conclut mon entrevue avec Dr. Maurill Gaudreault, qui est président du Collège des médecins du Québec. Dr. Gaudreault, merci. Merci à vous. Bonne fin de séjour à Québec. Bonne continuation comme président du Collège des médecins et au plaisir peut-être d'un deuxième entretien. Merci. Au revoir. Au revoir.